Allez, on marche encore une petite heure? Ouais, tout le monde, on est prêt? Allez, zou! C'est parti. Escalader un mur, zigzaguer à travers les ronces, se faufiler dans un souterrain et en plein cœur de la ville, découvrir des mondes oubliés et secrets. Telle est l'activité favorite d'un nouveau genre d'aventuriers que l'on nomme les explorateurs urbains. Pour eux, une maison en ruine, une usine désaffectée ou encore un parc d'attractions à l'abandon est une promesse d'aventure, de découverte et de frissons aussi. Timothy Hanem est un passionné d'exploration urbaine, l'urbex pour les intimes. Depuis plus de 15 ans, il pratique cette activité illégale. Dans quel but? Pour découvrir quoi? Quel risque prend-il? Il va nous le dire. Timothy Hanem, qui vient de publier Urbex aux éditions Artaud, passe par notre bivouac. Et puis, en fin d'émission, nous retrouverons, ce seront les retrouvailles avec Alexandre Poussin, parti à Madagascar en charrette à zébu. On est impatient de les retrouver. Voilà pour le parcours de la deuxième partie de notre bivouac. Ok, c'est bon, on y va. Vas-y. Voilà, t'escalades ici. Attention barbelé. Accroche-toi à la branche et vas-y, passe par-dessus. Attention, ça glisse un petit peu ici. Ça va. C'est glissant. Tout est tellement effondré qu'en fait on marche sur d'anciens murs, d'anciennes portes. Et des poutres qui étaient à 10 mètres au-dessus de nous. On arrive aux écuries. C'est super beau. C'est un enregistrement que vous avez effectué il y a à peine quelques jours, Timothy Hanem, avec votre compagne qui partage votre passion pour l'exploration urbaine. C'était, je crois, à la nuit tombée, quelque part en région parisienne. Si je vous demande où exactement, qu'est-ce que vous me dites? Je réponds à 1h30 de Paris. D'accord. On est toujours imprécis dans le domaine des explorations urbaines. Les lieux sont tenus secrets. Dans votre livre Urbex, publié chez Artaud, vous donnez quelques indices. C'est un petit peu un jeu de piste. Peut-être que les plus têtus arriveront à reconstituer le puzzle pour dénicher ces lieux, surtout en s'aidant avec Google Maps ou autres cartes, bien sûr. Mais vous ne dites pas exactement où c'est. Pourquoi il faut garder ces lieux secrets? Alors, pourquoi il ne faut pas garder ces lieux secrets? Il faut les garder secrets. Il faut les garder secrets. Il y a plein de raisons. Alors déjà, la première, c'est que ces lieux ne nous appartiennent pas. C'est pas chez nous. C'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Donc, ne serait-ce que par respect pour un propriétaire qui verrait son lieu sur mon site internet, ne pas dire où c'est, déjà, ça le protège un petit peu. Ensuite, ne pas dire où c'est protège aussi des vandales, des voleurs, ou de gens qui viendraient visiter et pourquoi pas faire un petit squat et laisser une cigarette allumée et mettre le feu au lieu. Ou tout simplement ne pas être assez discret et faire en sorte que la semaine prochaine, la semaine d'après, il y a un vigile sur place ou que le lieu soit muré, ce genre de choses. L'idée, c'est de garder le lieu secret pour le préserver et qu'il ne soit aussi sympa pour les gens qui viennent après nous, pour qu'ils puissent faire des photos aussi sympas. Donc vous les explorez, mais vous avez envie de les préserver en quelque sorte, ces lieux un petit peu fantomatiques que vous visitez. Alors puisque je ne peux pas vous demander où il se trouve exactement, ce manoir que vous avez visité il y a quelques jours avec un enregistreur, est-ce que je peux vous demander au moins à quoi il ressemble ? Alors ce lieu, c'est plusieurs choses en fait. C'est un immense domaine avec une grande forêt. Et il y a un premier manoir qui est complètement délabré. Ensuite, par un souterrain de la cave, on arrive aux écuries. Après, si on sort des écuries, on marche 2-3 minutes, on arrive dans un immense manoir à l'anglaise. Et une fois qu'on a visité ce manoir qui est déjà assez grand, derrière, il y a en plus un immense lac artificiel avec dessus une petite île et 3 magnifiques colonnes. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le domaine aux 3 colonnes. Ouais, le domaine aux 3 colonnes. Parce qu'effectivement, dans votre livre, il y a une 50aine de ces lieux que vous avez explorés. Et à chaque fois, vous leur donnez des noms poétiques, à la fois évocateurs, mais évidemment qui ne correspondent à rien, puisqu'il ne faut pas retrouver ces endroits. Ouais. Évidemment, on ne trouve pas d'adresse. Alors on a le château Chocolat, le fort du Haut-Bouc, le monastère au mur, la demeure de l'ambassadeur, la poupée suspendue, la piscine et les grenouilles. Tout ça, ce sont des lieux que vous avez visités, que vous avez baptisés en fonction d'un élément qui vous a marqué. Là, en l'occurrence, c'était ces 3 colonnes sur cette île. C'était les 3 colonnes, c'était vraiment la surprise en fait, parce qu'en venant sur place, on m'avait dit qu'il y avait un lac, mais je ne savais pas du tout qu'il y aurait une petite île, et en fait au fond, on voit tout au loin 3 colonnes qui se dessinent à travers les branchages sur l'île, et du coup ça donne un peu le nom du lieu, et je trouve ça aussi vraiment très ludique d'imaginer le nom d'un lieu
comme si on faisait un peu sa propre histoire, quoi. Ouais. Et comment on y accède alors à cet endroit? C'est-à-dire, alors évidemment, j'ai bien compris, vous ne donnerez pas l'adresse, mais c'est-à-dire pour s'y rendre, il y a quoi? Il y a une porte à forcer, il y a un trou dans le mur, il y a des ronces à éviter. Comment on y accède? Pour ce lieu en précis, Ce lieu. Ce lieu, ce qui est impressionnant avec ce lieu, c'est que c'est un lieu incroyable et il est incroyablement facile d'accès. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai visité la première fois, c'est qu'il n'y a rien à faire. Vraiment rien. Enfin, c'est ce qu'on entendait dans l'enregistrement de tout à l'heure. On franchit un fossé qui fait 40 cm de profondeur sur 40 de large. Il y a juste un pas à faire et on y est en fait. C'est assez fou. Vous le connaissez depuis longtemps, cet endroit? Depuis 4-5 ans, je pense. Et vous y retournez de temps en temps? De temps en temps, quand l'occasion se présente, pour y emmener des amis faire un pique-nique sur le parc. Mais aussi, par exemple, quand c'est l'automne et que tout le domaine est complètement rouge et jaune et doré, c'est magnifique au niveau lumière. Ou alors, une fois, j'y suis allé le lendemain d'un jour où il y avait beaucoup neigé. Et j'y suis allé avec un ami et on s'est promené sur place. Et tout le domaine était blanc, et il y avait juste nos traces de pas sur le domaine, c'était assez fou, quoi. C'est une passion pour vous, alors on appelle ça l'urbex. Pourquoi ce nom urbex? Urbex pour Urban Exploration, exploration urbaine en anglais. Ouais, parce que ça vient des États-Unis, c'est dans les années 90 qu'est apparu, ça existait avant, l'idée d'aller explorer des ruines, mais c'est devenu, on va dire, plus connu comme une sorte de courant que plusieurs adeptes pratiquaient. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux et Internet, la chose s'est vraiment démocratisée. Aussi le fait que les appareils photos soient beaucoup moins chers qu'avant et qu'on puisse faire plein de photos comme on veut, mais avec son téléphone, et les mettre en 2 minutes sur une page Facebook qu'on a créée en 2 minutes. Donc c'est très très facile de créer sa page Urbex et de faire des photos et de les mettre directement. Donc forcément, oui, ça s'est popularisé. Mais en fait, le terme précisément, j'en ai entendu parler vers 2005-2006. Et je l'ai découvert en fait. Moi, j'appelais ça des photos d'endroits abandonnés en fait au tout début quand j'ai créé le site. Ça sonne moins bien, photos d'endroits abandonnés. C'est vrai qu'Urbex, ça claque quand même. C'est pas le terme le plus joli au monde, mais au moins il est très direct, très facile, on le retient et on sait directement de quoi on parle. Quel genre de site vous intéresse, vous décidez de visiter? Dans l'absolu, j'ai pas de préférence en fait. Ça dépend vraiment de ce qu'on va trouver. Par exemple, un jour, je suis allé visiter une usine avec des amis et c'était une usine qu'on connaissait depuis des années mais qu'on n'avait jamais voulu faire parce qu'elle était toute cassée, il y avait plein de tags et tout. Et en fait, en arrivant sur place, c'était super parce qu'il y avait tellement de tags que l'usine était vraiment, de toutes les couleurs comme un arc-en-ciel. Et du coup, c'était super beau. Donc en fait, ça dépend vraiment des occasions. Des fois, on peut trouver un petit détail dans une maison abandonnée toute petite, en plein banlieue. Et puis des fois, on peut visiter un immense sanatorium qui est pas intéressant. Qui est complètement vide. Ça dépend vraiment des choses. On a une idée du nombre d'aficionados de l'urbex en France? Je pense que c'est très dur de quantifier parce que une personne qui en fait une fois par mois ou 30 fois par mois, je ne saurais pas le quantifier, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en font, mais j'en ai aucune idée. Une centaine de blogs, des forums, des pages Facebook. J'ai lu comme chiffre 1 millier, mais effectivement, ça doit être pour les réguliers, pour les vrais passionnés. Il doit y avoir des gens qui pratiquent de façon beaucoup plus occasionnelle. Ça reste une pratique, on est clair, complètement illégale. Vous n'avez pas le droit d'aller sur ces sites qui sont privés et qui normalement ne sont pas accessibles au grand public. Vous avez déjà eu des ennuis avec des gardiens, des vigiles, la police? Alors, je me suis fait arrêter des dizaines de fois, et par des vigiles, des gardiens, la police, ce genre de choses. Mais la chose la plus grave qui m'est arrivée, c'est de passer un quart d'heure au commissariat. Donc, j'estime que c'est vraiment pas grand-chose en 15 ans. Et à mon sens, ça peut être beaucoup plus grave au niveau blessure, se faire mal soi-même sur un lieu que de tomber sur la police. Mais à vrai, niveau légal, je n'ai jamais rien eu. Oui. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous commenciez à l'évoquer, mais des règles très strictes qui tiennent pour toute la communauté de ces explorateurs urbains. Déjà, on ne prend rien à part des photos, c'est-à-dire qu'on va sur place, mais on ne dégrade rien. Quelles sont les autres règles que vous appliquez à chacune de ces explorations ? Comme on a dit tout à l'heure, ne pas dire où c'est, ne rien dégrader, ne rien prendre. C'est déjà beaucoup. En fait, c'est vraiment, la seule règle qui est sympa à garder en tête, c'est on visite le lieu. On fait en sorte que la personne qui passera derrière nous aura une visite aussi sympa. Donc à partir de là, on ne touche à rien. On ne laisse pas de traces, à part des traces de pas. Est-ce qu'on s'autorise à rentrer par effraction, à percer un grillage, à défoncer une porte, ou même pas? Non. Après, il arrive qu'on arrive sur un site et qu'un grillage soit déjà défoncé. On prend le risque de passer au travers et que la police nous dise que c'est nous qui l'avons fait. Et vous pratiquez donc cette activité, on le rappelle, illégale depuis combien de temps ? On va dire régulièrement depuis que j'ai créé Glowcland, mon site, vers 2000-2001.
donc depuis 15 ans on va dire. Mais avant, je le faisais aussi occasionnellement, étant ado, avec des amis, comme ça, un après-midi, on ne sait pas quoi faire. Tiens, on va visiter le manoir à côté de chez nous. Et votre première expérience, elle remonte même avant l'adolescence. Je crois qu'à 7 ans, vous vous êtes fait votre première frayeur aussi, hein, parce qu'il y a aussi ça, hein, cette notion de frisson, c'est-à-dire qu'on sent chez vous. Alors vous avez fait des études d'architecture, donc il y a le goût aussi des bâtiments, des façades, des vieux immeubles. Vous êtes aussi dessinateur, hein, vous avez fait de nombreuses bandes dessinées, donc là aussi il y a ce goût du visuel. Vous aimez prendre des photos, mais vous aimez dessiner aussi. Un goût clairement pour tout ce qui est un petit peu glauque, les visions apocalyptiques, ces ambiances un peu de films, parfois de films d'horreur. Donc il y a cette envie de jouer avec le frisson. On joue à se faire peur quand on fait de l'urbex. C'est complètement ça. C'est surtout ça, surtout quand on rentre dans un lieu en fait. Entrer dans un lieu, c'est une petite dose d'adrénaline, de pas se faire voir, de pas se faire attraper, de réussir à rentrer. Après, une fois dedans, c'est un peu plus zen. Donc ça va, on visite, on profite. Mais l'entrée, vraiment, il y a un goût, il y a un plaisir de l'interdit et du frisson qui est très très fort. Et ce premier plaisir de l'interdit et du frisson, donc vous l'avez ressenti à 7 ans. Quel était le lieu visité ? Alors c'était une espèce de vieille maison avec un hangar, garage, juste à côté de l'école primaire où j'étais, à Fresnes. Et en fait, il y avait un mur, juste un mur devant, et le mur était effondré, donc je n'ai eu qu'à l'enjamber très facilement, comme à chaque fois, comme très souvent dans l'exploration urbaine, il suffit d'escalader, de passer par un trou. Et j'ai visité ça tranquillement, tout seul, et en fait, en rentrant dans une pièce, je suis tombé sur un SDF qui m'a vu et qui m'a dit « tu veux ou tu veux pas », il tenait des bottes rouges à la main. Enfin, c'était un peu bizarre, et j'ai eu très très peur. Je sais pas si les souvenirs que j'ai sont vraiment exacts, mais c'est le souvenir que j'en ai aujourd'hui. Et ça m'a fait très peur et je me suis sauvé comme un lapin rapidement. Et ça a duré 10 minutes. Mais au lieu de vous traumatiser, vous avez eu l'impression de vivre l'aventure de votre vie, l'expérience ultime. Donc il y a eu ce goût de continuer à aller flirter avec le risque tout en essayant de le maîtriser évidemment au maximum. Voilà, comme il m'est rien arrivé de grave lors de cette expérience, ça m'a donné envie d'en faire d'autres et de braver l'interdit et de vivre un peu, de se faire un peu comme des films d'épouvante, mais en vrai. Oui, c'est ça. Il y a un peu cette notion quand même de vivre un film d'épouvante sans que ça aille évidemment jusqu'au tragique. Les sites que vous visitez sont très divers, des anciennes bases militaires, des orphelinats, des abattoirs, monastères. À chaque fois, ce sont des sites évidemment abandonnés, désaffectés. Il y a même des piscines, un lieu que vous surnommez la piscine et les grenouilles. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est pas loin. Hein. La plupart sont en région parisienne puisque vous vivez... La moitié, on va dire, oui. Ouais. Alors, c'est où on trouve cet endroit, là encore ? On peut dire quelques indices ? En fait, elle n'est pas très dure à trouver, puisqu'en fait, ça se trouve sur la Seine. Donc, n'importe qui prend Google Maps, part de Paris et va soit au nord, soit au sud, en suivant la Seine, et il va tomber dessus. Donc, c'est un lieu qui est assez connu, mais encore assez préservé, puisque comme il est sur une petite île, en fait, c'est très dur d'y accéder. Avant, on pouvait y aller par un bateau, une navette. Mais maintenant, on peut plus, parce qu'ils sont assez pointilleux, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus visiter. Et c'est un endroit assez paradisiaque, parce que déjà, comme on est sur une île, on a une espèce d'impression de toute puissance vis-à-vis des gens qui sont en face de l'autre côté et qui peuvent nous voir. Parce que même s'ils nous voient, ils peuvent pas venir nous chercher. Enfin, ils viennent me chercher, tu vas pas traverser la Seine. Et donc, on a une espèce d'impression de protection d'être dans ce lieu qui est assez magnifique. Et donc, sur place, il y a une ancienne base, une base nautique des années 30, avec encore un vieux toboggan qui, lui, date des années 80 et qui est encore assez joli. Et une grande piscine, un grand bassin rempli d'eau complètement verte ou marron, suivant les époques. Et quand je l'ai visité en été, où j'ai fait les photos qui sont dans le livre, c'était rempli de grenouilles en fait. Et quand je visitais ça, j'avais le son des grenouilles derrière moi en fond sonore et c'était assez sympa. Et quelques semaines après, c'était en regardant la télé sur France 3, vous êtes tombé sur un documentaire où on voyait cet endroit en pleine vie en fait. C'est un documentaire intitulé Été 1936, donc on voyait les Parisiens à cette époque-là profiter de cette base nautique. Et c'est tout l'enjeu, parce que souvent quand vous êtes sur ces endroits, vous essayez de recréer le passé de ces endroits, l'histoire, et là vous l'aviez en images. Voilà, c'est très rare de tomber sur des images, des vidéos d'un lieu abandonné quand il n'était pas. Et moi qui aime bien reconstituer l'histoire des lieux comme un puzzle, je dois dire que là, je suis tombé par hasard, j'ai vu le lieu, j'ai fait mais je reconnais, j'y étais la semaine dernière. Donc c'est vrai que c'est assez fou de tomber sur des images comme ça, on a l'impression de voyager dans le temps, et c'est un peu un plaisir de l'urbex aussi, on a l'impression de voyager dans le temps souvent. Timothy Hanem nous initie à l'exploration urbaine, le temps d'un bivouac sur France Inter. Il va nous raconter les plus belles découvertes et les déconvenues aussi, car ce ne sont pas des explorations sans risque. Augustin Paris, c'était Sage sur France Inter, le temps d'un bivouac. On
Donc on a un nécessaire de sécurité, une corde, des harnais pour s'attacher, une trousse de secours aussi en cas de pépin, en espérant qu'on n'en ait pas besoin. Mais il vaut mieux l'avoir aussi. Et ça c'est un des trucs les plus précieux. Donc ça c'est un peu notre caverne d'Ali Baba, c'est notre liste de spots qu'on a pour les quelques jours de voyage. Donc on a un peu préparé un petit résumé vraiment avec une photo, la localisation, parfois un petit peu d'historique, des choses qu'on peut arriver à trouver sur les sujets qu'on va visiter tout simplement. Extrait d'un documentaire diffusé dans l'émission Envoyé spécial sur France 2 en juillet 2011, documentaire intitulé Urbex, exploration urbaine. Et notre invité, Timothy Hanem, reconnaît les noms des gens qu'on entend dans le documentaire, parce que c'est quand même une petite communauté, cette communauté des explorateurs urbains. Pour les plus accros, vous vous connaissez tous en fait. On se connaît tous, ou de moins de noms. Tout le monde se connaît à peu près de nom déjà. Alors on les entendait préparer, on sent que ce sont des explorations qui sont quand même faites avec un certain sérieux, la trousse, le nécessaire en cas de pépin, la trousse à pharmacie, il faut aussi repérer les lieux. Comment on prépare une exploration urbaine ? Alors en fait, maintenant j'ai une technique assez simple, je dis que c'est comme une randonnée. C'est la même chose qu'une randonnée, sauf qu'on va visiter une maison abandonnée. Donc on prend de quoi boire, de quoi manger, enfin au cas où on reste longtemps, on prend de quoi manger. Moi, quand je fais une exploration seule, je dis à ma copine où je vais. Je lui note sur un papier le nom du spot où je vais, le nom de la ville, à quelle heure je pense y être, à quelle heure je pars. Je prends des chaussures de marche aussi, ça peut servir si on marche sur un clou rouillé ou une planche toute craquée. Des bottes aussi, vous dites il faut des bottes. Souvent on tombe dans des marécages, dans des zones ça patauge un peu. Maintenant j'ai acheté des bottes en fait exprès pour ça maintenant, parce que c'est vrai que marcher dans la boue avec des chaussures de marche, ça va bien 5 minutes. Avec les bottes c'est très très sympa. Et même marcher dans une rivière et passer sous quelques petits ponts pour réussir à accéder à un spot les pieds au sec, c'est très agréable. Donc maintenant, je n'hésite pas à prendre les bottes. Mais c'est vrai qu'on les entendait tout à l'heure parler de cordes et de harnais. Ça peut servir aussi des fois s'il faut escalader un mur, pourquoi pas. C'est un peu comme une randonnée, mais un peu plus poussée, quoi. Donc je rappelle que ce sont des ruines, des bâtiments désaffectés que vous explorez ainsi. Comment vous les repérez ? Comment vous savez à quel endroit il faut aller ? Vous partez quand même pas comme ça complètement à l'aveuglette en vous disant la première ruine, j'y vais. Encore une fois, ça dépend des lieux en fait. Des fois, c'est vrai que quand je fais mes recherches, je trouve un lieu. Je ne sais pas du tout comment y rentrer la première fois. Donc en fait, il y a une espèce aussi de plaisir, de frisson d'y aller un peu les mains dans les poches. Enfin, les mains dans les poches, en étant bien préparé. Mais d'arriver sur place et de se creuser un peu la cervelle pour essayer de contourner le lieu 5-6 fois avant de se rendre compte que la porte était ouverte. Donc, ça vous est arrivé ça ? Ça arrive souvent, c'est un classique. On se prend la tête des heures et des heures alors qu'en fait... il n'y avait qu'à pousser la porte. Donc il y a aussi, après si quelqu'un, un ami explorateur m'envoie un spot et me dit regarde c'est à cet endroit-là, pour rentrer tu fais ça. Bon bah là je vais me servir de ses conseils. Mais c'est vrai que c'est sympa aussi d'y arriver un peu les mains dans les poches sans trop savoir, parce que c'est un site à être le plus discret possible pour essayer vraiment de faire ça en ninja et de ne pas se faire choper. En ninja, vous dites. Voilà, c'est un peu, c'est de passer par un petit muret sans se faire attraper, ne pas faire de bruit. Alors Anne-Cécile Perrin a effectué en 2009 une exploration urbaine avec Édouard Berger pour un reportage pour France Inter. Une exploration urbaine comme si vous y étiez quelque part en région parisienne. Là, on voit le logo, l'ancien logo Thomson CSF sur la porte. Donc on entre par une porte toute taguée encore, dans un gigantesque hangar. C'est quoi ce bruit là ? Là on marche sur du verre, ça veut dire que c'est les néons qui sont au plafond, qui se sont fait casser. J'étais jamais rentré dans ce bâtiment, mais c'est assez mignon quand même si c'est un peu tagué. De voir le pont roulant là, qui lui est encore en bon état, c'est assez sympa. Là, la seule chose qu'on voit, c'est des portes très hautes qui font bien 5 mètres de haut, 5 mètres 50. Donc il devait rentrer des choses très grandes par camion, visiblement. Puis après décharger ça, mais je sais pas ce qu'ils faisaient. C'était peut-être une zone de montage, et puis après ils embarquaient ça, et puis zou, ça partait chez les clients. Là, on retourne à l'extérieur et alors on s'apprête à prendre un escalier vert qui monte à travers les arbres.
Donc là, on descend des escaliers. Là, on est à l'intérieur. Là, on marche sur une porte là, qui est tombée. Ce qui est génial dans les bunkers, c'est qu'il y a toujours plein d'escaliers partout. Donc ça, c'est super. Tu vois, là, hop, là, il y en a un qui remonte encore là-bas. Ça fait un petit peu jeu de piste. Sur la corde. Ici, ça résonne beaucoup. Ah, attention. C'est un tuyau, ça? Ça, c'est une gaine de ventilation. Et je suppose que si elle arrive comme ça au sol, c'est pour éviter en fait que l'ennemi mette une bombe. Parce que n'oublions pas que c'était un bâtiment à usage militaire. C'est fatigant, hein, quand même. L'exploration urbaine. Mais ça peut être encore pire quand on a un plafond qui est pas très haut, qu'on est chargé, qu'il faut fléchir les jambes, qu'il faut marcher longtemps, parfois dans l'eau. En tout cas, les premières fois, on a des courbatures le lendemain, c'est presque garanti. Alors, passer par là. En fait, je cherche mon chemin là. Je te le dis pas, mais je suis perdu. Par là. Il y a un dicton qui dit en fait que quand on est perdu, on sait où on est perdu et ça nous amuse. Donc, je sais pas exactement où je suis, mais je sais où je vais. On va passer par le petit trou. Il y a des barreaux qui ont été sciés. C'est quoi le petit trou? Je le vois pas. Là-haut. Non. Si, ça passe. Hein. Donc là, c'est un mini trou en haut d'un tas de sable. On enlève les sacs et on faufile. Faut faire attention. À l'aller, ça devrait pas poser trop de problèmes. Tu vois là, en fait, les barreaux, ils ont été sciés et c'est un peu en biseau. Il n'y a pas de quoi se blesser, mais tu peux accrocher tes vêtements. D'accord. Alors ça y est, on a terminé notre exploration. On arrive vers la sortie, en espérant que personne ne soit là pour nous cueillir. Bon, ça va peut-être faire un peu de bruit, un peu bling bling, mais il n'y a personne. C'est bon. L'explorateur urbain Édouard Berger, que vous connaissez, hein, Timothy Hanem, qui a donc emmené Anne-Cécile Perrin, qui est revenue de cette exploration urbaine avec des courbatures, paraît-il. Donc ça peut être vraiment sportif de vous suivre lors de ces explorations. C'est sportif parce qu'en fait on piétine beaucoup toute la journée parce qu'on marche lentement. Ouais. Et des fois ça peut arriver de courir pour se sauver, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que le soir on dort très bien. Alors il dit en sortant de cet endroit, on va faire attention de ne pas se faire prendre par la police ou des vigiles, mais on a l'impression que ça c'est une peur finalement. Vous risquez pas grand-chose à vous faire prendre, l'impression que vous êtes raccompagné au bord, mais que ça se finit jamais mal, ces histoires-là. Oui, parce qu'en fait, dans la mesure où on est là, qu'on ne fait rien de mal, à part qu'on n'a pas le droit d'être là, moi, j'ai pas peur de me faire attraper par la police ou un vigile, parce que à chaque fois que ça m'est arrivé, j'explique ce que je fais. Soit la personne comprend et me met dehors, soit elle comprend pas et me met dehors, mais dans les deux cas, il m'est jamais rien arrivé. Alors dans l'exploration qu'a fait Anne-Cécile avec Édouard Berger, j'ai cru reconnaître, et vous me l'avez confirmé, un des lieux qui est dans votre livre Urbex, paru chez Artaud, et c'est précisément un endroit où vous avez fait une rencontre, pas mauvaise, mais bon, en tout cas, pas ceux que vous croyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est l'endroit que vous baptisez le fort du Haut-Bouc dans votre livre. Alors, ce spot, je le connaissais depuis une dizaine d'années, mais je l'avais jamais vraiment parcouru. Parce qu'il y avait plein d'autres spots à faire, en fait, tout simplement. Et ce matin, je me suis levé, plutôt la veille, je me suis dit, je vais faire ce spot quand même, parce que il me paraît bien. J'ai jamais vraiment ratissé niveau photographique et j'ai vraiment envie de le voir en entier. Donc j'y suis allé un matin, j'ai commencé à faire mes photos tranquillement, accès très facile, je fais mes photos. Et j'ai commencé à entendre des voix derrière moi, je me suis sauvé, et j'ai fait le tour, et j'ai regardé un peu de loin à qui j'avais affaire, parce que comme c'est un endroit qui est assez vallonné, comme c'est un ancien fort militaire avec des arbustes, on peut être un peu caché et voir à qui on a affaire avant d'y aller. Et j'ai vu de loin des gens jouer à l'airsoft, donc c'est comme du paintball mais avec des petites billes. Et je me suis dit, c'est des joueurs d'airsoft, il n'y a pas de problème, ça m'est arrivé plein de fois de tomber sur des gens qui font ça, je vais les voir, je leur dis coucou, je fais des photos, vous me tirez pas dessus, et bonne journée. Et en fait, je suis allé les voir et je leur dis bonjour, voilà, je fais des photos, ne me tirez pas dessus, je leur dis ça avec un grand sourire. Et directement, en fait, le type m'a vu, il a fait, un civil. Donc il a sorti son talkie-walkie, il a appelé ses collègues, et en fait, il a dit, oui, allô, on a un civil, je le raccompagne dehors, voilà. Et en fait, c'était la police nationale.
Ouais. qui C'est un s'entraînaient. site d'entraînement de la police nationale et il rajoute, en tout cas dans votre livre, vous le dites, il rajoute qu'il vous a dit « Vous avez de la chance, aujourd'hui on s'entraîne pas à balles réelles ». Autrement dit, vous prenez quand même quelques risques, et pas forcément des risques de tomber nez à nez avec un vigile ou un policier, mais ce sont quand même des endroits dangereux, et quand vous y allez, c'est pas juste le sentiment de peur, il y a effectivement un danger. C'est la réflexion que je me suis faite plus particulièrement sur un autre site que vous baptisez le collecteur Gripsou. Alors, dans votre livre d'ailleurs, c'est un peu comme une sorte de guide, pas vraiment un guide touristique, mais vous mettez le risque sur une échelle de 1 à 5, vous notez le risque. Sur celui-là, vous mettez un risque de 5 sur 5, donc c'est le plus grand risque possible. Et franchement, quand on lit le livre, on se dit effectivement, il ne devrait pas être là. C'est-à-dire que c'est un collecteur d'eau, vous entendez l'eau couler, vous dites vous-même qu'à des moments, vous marchez dans une eau qui a un certain courant, vous dites s'il y en a un qui tombe et qui se fait emporter, on ne sait même pas où ça mène, et voilà, il y a un risque de noyade, clairement. Des fois, les risques sont réels. Est-ce que vous n'allez pas trop loin en faisant ces explorations? Alors, il y a une dizaine d'années, oui, je prenais beaucoup de risques, hein, et maintenant, je me suis un petit peu calmé parce que maintenant, je relativise, je me dis, ça vaut pas le coup de passer à travers un plancher juste pour aller voir ce qu'il y a derrière une porte. Mais maintenant, je fais vraiment plus attention qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a une grande part de risque qui est un peu liée aussi, entre guillemets, à une petite notion de frime, dans le sens d'aller dans un endroit qui est très dangereux, de ramener une photo et de montrer, regardez où je suis allé. Mais c'est vrai que ça peut être très dangereux si on prend des risques inconsidérés. Donc pour ce collecteur, c'est vrai qu'on marche des centaines et des centaines de mètres dans un tunnel complètement sombre avec de l'eau qui coule. Et en permanence, on a dans les oreilles une espèce de bruit de torrent, comme s'il y avait de l'eau qui arrivait en trombe devant nous. Et en fait, c'est seulement en allant tout au bout de ce tunnel, au bout de 45 minutes de marche, qu'on voit qu'en fait, l'eau se déverse dans un tunnel encore plus grand, et que c'est ça qui fait ce bruit-là. Mais psychologiquement, notre cerveau nous dit, il y a un torrent d'eau qui arrive, il faut ressortir. Et tous les 5 mètres, il nous dit ça. Et pourquoi vous ne ressortez pas? En fait, c'est le frisson de l'interdit, c'est aussi la curiosité tout simplement de voir où conduit ce tunnel, tout simplement. Est-ce qu'il y a un mur? Est-ce que ça se divise en deux? Est-ce qu'il y a un escalier? Est-ce qu'on va trouver quelque chose? À chaque fois, c'est de la curiosité. C'est pareil pour les manoirs. Qu'est-ce qu'il y a derrière une porte? On veut savoir ce qu'il y a derrière une porte. Dans un instant, nous allons voir que les lieux que vous visitez ont une histoire et que cela fait partie du jeu de tenter de la reconstituer. Vous pratiquez une sorte d'archéologie contemporaine. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac jusqu'à 17h. C'était les Scopes qui chantaient Dérangés dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Fais gaffe ici, pas passer à travers le plancher. Il y a dans la chambre des parents. Là. Attention, parce qu'il y a plein de planches avec des clous. T'as vu, on voit une espèce de commode encore qui peut encore un peu se rabattre avec un tiroir et tout. C'est vraiment très grand. Et du coup, là, c'est une succession de chambres. Ouais, en fait, il y avait la salle de bain des parents, la chambre des parents et le dressing des parents. Et après, on arrive dans d'autres pièces avec... Et là, c'est marrant, il y a une salle de bain qui est beaucoup plus petite que les autres, en fait. Ouais. C'est les toilettes, en fait. Toilette, salle de bain, séparées par un petit mur. Et là, on arrive dans la bibliothèque. Enfin, l'ancienne bibliothèque, ce qu'il en reste. C'est immense. Ouais. C'est cette forme de découpe de fenêtres qui rappelle le cloître, parce que... Ouais, les deux sont liés, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que la bibliothèque, elle ressemble un petit peu au cloître, parce qu'ici, il y a une pièce qui est complètement vide. Et on s'est toujours demandé à quoi ça servait. Et sur une ancienne carte postale, on a vu qu'en fait, c'était vraiment l'espace de prière pour le mec, pour le propriétaire. En fait, il y avait sa pièce à lui pour prier tout seul. Je sais pas s'il reste des trucs sur place qui indiquent que c'était une salle religieuse, mais je pense qu'il reste plus grand chose. C'est donc la suite de cet enregistrement que vous avez réalisé pour nous il y a quelques jours dans ce manoir, le domaine des 3 colonnes comme vous l'avez baptisé, un manoir abandonné en région parisienne avec un cloître, des écuries, cette petite île au milieu d'un lac artificiel. Vous étiez en compagnie de votre copine qui partage votre intérêt pour l'exploration urbaine, Timothy Hanem, et on l'entend dans cet extrait. Vous vous posez plein de questions sur la vie des gens
qui ont séjourné dans ces lieux. L'histoire des lieux que vous visitez vous intéresse au point vraiment que vous enquêtez, vous cherchez à savoir à qui ont-ils appartenu, comment ont-ils été rachetés. En l'occurrence, sur ce domaine des Trois Colonnes, vous avez réalisé une enquête assez poussée. Vous connaissez toute l'histoire du lieu, les différents propriétaires. Oui, j'ai vraiment enquêté et je continue à faire des recherches souvent parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent en fait. Souvent sur Internet, on trouve des choses différentes en tapant différents mots-clés. Donc j'ai vraiment réussi à reconstituer l'histoire, on va dire jusqu'au début du 19e siècle. Et j'ai même eu au téléphone une dame qui a vécu sur ce lieu quand elle avait 5-6 ans et qui m'a raconté un peu ses souvenirs. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment de découvrir des lieux et de connaître leur histoire. Donc là, en l'occurrence, une partie a été construite par un sénateur, je crois, au début du XXe siècle, puis ça a été vendu à une famille d'origine juive, qui elle-même a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis ensuite, le lieu a été occupé par le génie civil et les militaires nazis. Tout ça, ce sont des éléments que vous donnez. Puis ensuite, le lieu a été racheté par une famille et puis enfin par un riche entrepreneur. Pourquoi est-il dans cet état délabré aujourd'hui ? En fait, il faut savoir que quand les nazis sont venus et l'ont investi, ils ont pillé le lieu, comme c'est arrivé pour plein d'autres demeures. Quand les nazis sont partis, c'est les Américains qui sont arrivés, qui se sont servis également, puis l'armée de libération française qui s'est servie aussi également. Et en fait, à la fin de la guerre, on a rendu le manoir à la famille juive, mais il était dans un tel état qu'en fait la famille a dit non, on n'en veut plus, quoi. Il était complètement ruiné. Et du coup, en fait, le lieu est comme ça depuis 1945. Ouais. Mais il y a beaucoup des endroits que vous visitez, en tout cas quand on regarde les photos, on se dit mais quel gâchis, parce qu'il y en a vraiment certains qui ont encore du cachet, qui sont superbes. Vous qui avez fait des études d'architecture, vous êtes sensible à ces façades, pour certaines qui datent, qui remontent à des époques lointaines. Oui, c'est vrai qu'en faisant cette activité, on a vraiment on a un large éventail du gâchis et du patrimoine qui est fait en France. Et oui, c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir autant de bâtiments délabrés, pas entretenus. Mais bon, à chaque fois, c'est toujours une question d'argent. Et au début, c'est vrai qu'on a un peu scandalisé. On se dit, wow, comment ça se fait ? C'est un scandale, c'est abandonné. Mais c'est toujours une histoire d'argent. Les propriétaires n'ont pas d'argent. C'est des conflits d'héritage. Ça peut être une mairie qui s'en occupe pas, une petite ville qui a pas assez d'argent pour le réhabiliter. Donc au début, on est assez scandalisé. Après, on se rend compte que tout simplement, c'est un manque d'argent et on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui n'ont pas d'argent. Un autre endroit, toujours dans cette idée de reconstituer toute une histoire, un site que vous appelez la Maison de l'Ambassadeur. Quelle est l'histoire de cet endroit ? Alors, pour ce lieu-là, on n'a pas trouvé grand-chose parce qu'en fait, elle a été occupée assez longtemps par un ambassadeur et il n'y a pas grand-chose à dire sur la vie d'un ambassadeur dans sa maison, à part qu'il a une vie d'ambassadeur. Mais en fait, c'était l'ambassadeur d'un pays d'Afrique qui a connu la guerre. Et du coup, en fait, ce pays n'avait plus assez d'argent pour subvenir aux besoins de l'ambassadeur. Donc à la fin, il n'arrivait même plus à se chauffer. Il y a plein de vitres qui sont scotchées un peu partout pour essayer de conserver la chaleur. Donc peut-être qu'il n'arrivait plus du tout à payer la note de fuel, ce genre de choses. Donc en fait, il a fini par déménager. Et ça, c'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure sur Internet. Oh, c'est ça, ça devient presque le début d'un roman en fait. On part, vous dites, une maison d'ambassadeur, rien de plus classique, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et petit à petit, en fouillant, voilà, un ambassadeur qui n'a plus les subsides de son pays et qui se retrouve dans le dénuement le plus total. On arrive à un début d'histoire romanesque. Après, à vous de broder et d'imaginer ce qui s'est passé dans ces lieux. Je vous propose d'écouter, je pense que ça va vous plaire, Timothy Hannen, un billet de Fabrice Pinte dans les après-midi de France Culture sur son envie, lui aussi, d'aller visiter des maisons abandonnées à Paris. Que cachent les grands fronts des maisons ? Leur air bagel m'insupporte. Alors je les viole, de jour, de nuit. Je rentre, je pénètre, j'ouvre les portes. Je descends dans les cours, je monte dans les étages. J'écoute, je regarde. La semaine dernière, je suis rentré dans un de ces immeubles, dans un de ces petits villages de vieilles maisons qui existent encore disséminés dans Paris. Toujours les mêmes spectacles de guerre. On dirait qu'une troupe de Huns est passée par là. Cheminées arrachées, fenêtres éclatées, escaliers, fils électriques, toitures arrachées, dépecées. La maison était donc vide, écartelée. À tous les étages, le silence, la mort. Je redescends, je m'enfonce dans la cour, et au fond, 2 réduits, noirs, ensevelis, oubliés. Je rentrais dans l'univers de Basile Poprawska, réparateur de montres, horloger, ferrailleur, voleur de sacs à la tire, collectionneur d'accordéons, chiffonnier, des milliers, des millions de vis, de clous,
des centaines de serrures forcées, des milliers de journaux russes, des dizaines de limes, pêle-mêle embrassés, des billets de 100 roubles, de 500 roubles, de 1000 roubles d'avant la révolution russe, un vieux gramophone, des partitions de musique, 1, 2, 3, 4 poussettes de clochard, calendrier qui s'arrête le 18 avril 1973, disque de Mozart. Il était tailleur. Voilà comment on s'intéresse à la vie de gens qui n'a pas forcément marqué toute une époque, mais tout d'un coup, ça devient un sujet. Vous improvisez archéologue, Timothy Hanem. Oui, c'est ça en fait. Et là, cet extrait audio, c'est exactement ça. C'est vraiment la perfection, quoi. Les lieux, on est attiré par ces lieux, on fouille dans les tiroirs, on a envie de découvrir l'histoire, on veut savoir qui a vécu là, pourquoi il est parti, en quelle année. Donc c'est vrai qu'on fait des recherches, soit sur place, en explorant le lieu de fond en comble, de la cave au grenier, soit sur Internet, sur des sites de cartes postales anciennes, un peu partout. C'est un peu de l'archéologie virtuelle, on va dire. Ouais. Et des fois, c'est tout récent et c'est vraiment la petite histoire. Vous parlez d'une maison que vous appelez la maison des 4 faces. Un petit détail parce qu'à un moment, vous trouvez 4 pièces de francs. C'était l'époque, dans cette maison, on utilisait encore les francs et elles sont toutes posées sur une même face. Donc c'est la maison des 4 faces. Et ce que vous trouvez là-dedans, voilà, c'est des posters de boys band des années 2000, donc on est dans un passé très proche, vous trouvez des vieux disques de Dorothée, et tout d'un coup ça vous parle en écho presque à votre propre jeunesse, à vous, et vous essayez de reconstituer l'histoire des gens qui ont vécu ici. C'est exactement ça, voilà. Et pour cette visite, c'était vrai que c'était assez perturbant, parce que souvent, quand on visite un lieu abandonné, quand on trouve des choses qu'on 100 ans d'âge, on dit wow, c'est beau, c'est poétique, machin. Mais quand on trouve des choses qui concernent directement notre enfance à nous, quand on était ado, tout d'un coup on a une espèce d'image de notre enfance abandonnée. Et c'est assez perturbant parce qu'on marche sur des Dorothée Magazine et je me souviens précisément les avoir lus. Je tombe sur des disques ou des vieux jeux vidéo, ce genre de choses, et je me dis mais ça je le connais, je l'avais quand j'étais petit. On se retrouve presque à fouiller son propre passé tout d'un coup. C'est un peu ça. Il y a un jeu de miroir. Il y a un effet de miroir qui est assez perturbant. Alors vous êtes surtout allé explorer des friches et des sites abandonnés en région parisienne. Est-ce que vous aimeriez étendre votre terrain de jeu ailleurs en France, voire dans d'autres pays du monde ? Bah oui, moi j'ai rien contre en fait. Quand je vais en voyage dans un autre pays avec ma copine, je regarde si aux alentours, pas très loin, il y a quelque chose de faisable, de pas trop dangereux. Mais je l'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore, on va dire, voyagé exprès pour aller visiter ce genre de lieu, même si c'est quelque chose qui me plaît, qui me plairait beaucoup. Et oui, de toute façon, j'ai une base de données de lieux en Europe et dans le monde qui est assez fournie et il y a de quoi faire. Jusqu'au Japon, je crois. Vous aimeriez aller faire de l'urbex au Japon. Pourquoi le Japon ? Au Japon, en fait, ils ont une mentalité assez particulière. C'est pas un cliché du tout. En fait, les lieux sont abandonnés, mais rien n'est cassé. En fait, tout est laissé sur place et vraiment tout. Donc en fait, on visite des lieux où il y a encore beaucoup de choses, et ce qui n'est pas le cas par exemple en région parisienne où on va visiter une immense maison où tout sera vide et on ne saura pas quelle pièce est le salon ou la chambre ou la cuisine, tellement c'est vide. Donc au Japon, il y a tellement de choses un peu partout que du coup pour les gens qui aiment bien fouiner avec les mains dans la poussière ou la boue, c'est un peu un bonheur. Pour finir, une question qui nous arrive de Marion. Pourquoi Timothy Hanem a-t-il choisi cette couverture, elle parle de votre livre, alors qu'elle donne une image de l'urbex qui donne une impression de frisson paranormal, alors qu'à l'intérieur du livre, eh bien, c'est plutôt une impression de visite à pas feutrée au soleil. Il faut dire que votre couverture est en noir et blanc, avec inscrit en grosses lettres rouges urbex, et qu'elle est rayée de lignes rouges, façon rayon laser. C'est vrai qu'on est un peu à mi-chemin entre la science-fiction et le film d'horreur. Pourquoi cette couverture un peu inquiétante ? C'est un choix de l'éditeur en fait. Donc j'étais contre, j'ai un petit peu bataillé, et puis après quand j'ai vu que ça pouvait pas changer, j'ai dit bon, c'est le contenu qui compte. Et donc j'ai laissé comme ça. Et j'ai quand même de bons retours parce que beaucoup de gens me disent tiens, j'ai vu ton livre en passant devant une vitrine l'autre jour dans la rue. Donc c'est vrai que le côté urbex écrit en rouge sur fond noir et blanc, ça ressort et les gens le voient. Et finalement c'est pas si mal. Et puis dès qu'ils ouvrent le livre, la couverture on l'oublie et puis on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Le livre s'intitule Urbex. Il est signé Timothy Hanem et c'est paru chez Artaud. Merci Timothy Hanem. Au revoir. Au revoir.